Chers amis, bonsoir. Je suis très contente de vous accueillir ici au Dialogue Franco-Russe avec Jacques Beau et Guy Métain. Donc Jacques Beau, qui est venu exprès pour nous depuis Bruxelles ce matin pour le Dialogue Franco-Russe. Vous avez pas mal de fans comme Guy Métain, mais Guy Métain connaît les locaux et vous êtes venu pour la première fois. Jacques Beau, ex-membre du renseignement stratégique suisse, partie prenante des négociations après la chute de l'Union soviétique. Vous avez suivi également de près la révolution de Maïdan en 2014 et vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Poutine, maître du jeu » aux éditions Max Mello qui est sorti en octobre l'année dernière. Non, en mars de cette année. Ah, en mars de cette année. Et Guy Métain, que le public du dialogue connaît, puisqu'on reçoit Guy Métain déjà, je pense, pour la 3e fois ici, dans ces locaux, journaliste et écrivain, ex-rédacteur en chef de la Tribune de Genève et spécialiste de la Russie. Vous avez présenté l'un des ouvrages, de vos ouvrages en 2015, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. D'ailleurs toujours d'actualité. Édition des Sirtes en 2015 et Le Continent perdu également un petit peu plus tard en 2019. Et aujourd'hui, vous êtes avec votre nouvel ouvrage qui s'appelle La tyrannie du bien. Vous allez en parler un petit peu en détail tout à l'heure. Les relations Russie-Occident ne sont pas nées hier. Effectivement, les premiers échanges datent du mariage d'Anne de Russie, la fille de Yaroslav le Sage et Henri Ier en 1051. Nos relations diplomatiques sont nées en 1717 avec Pierre le Grand qui a entrepris un grand voyage européen et les premières coopérations scientifiques sont nées également en ce moment-là. Après la Première Guerre mondiale, les Russes sont les alliés des Français et le tsar amène 50 000 soldats russes sur le sol français pour combattre les Allemands. Donc ça, c'est évidemment très vite nos relations en 3 minutes. Après la fin et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle se rend en Union soviétique à plusieurs reprises, défend le continent européen de l'Atlantique à l'Oral, sans défendre le régime de Staline, mais toujours avec beaucoup de respect pour la Russie. À l'époque de la guerre froide, d'ailleurs récemment, le ministre des Affaires étrangères russe a mentionné cette comparaison, elle a fait comparaison de la guerre froide et le moment actuel en disant que même dans les années les plus sombres de la guerre froide, on ne se souvient pas d'expulsion de diplomates si massifs et coordonnés. Cela détruit l'atmosphère générale des relations de la Russie avec l'Occident. Le chute du mur, l'Occident est émerveillé devant la Russie libre et affaiblie. C'est comme ça que l'Occident aime la Russie, affaiblie. La lune de miel entre Chirac et Poutine, 2002-2003, les relations les plus intéressantes entre nos deux pays, et la descente progressive, la dégradation de nos relations sur les dernières 15 ans. Nous sommes en mai 2022, dans le contexte que vous tous maîtrisez très bien. Selon Ursula von der Leyen, la Russie, je cite, est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial avec la guerre barbare contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine. Alors, est-ce que c'est le moment de rupture définitive? C'est le titre de cette rencontre d'aujourd'hui. Guy Métain, Jacques Beau. Merci, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci Irina de m'inviter effectivement pour la 3e fois. On se sent presque en famille ici, en tout cas c'est pour moi. Voilà, c'est toujours un plaisir que d'être ici à Paris dans ce lieu prestigieux pour parler de Russie. Alors, ce que j'avais pensé, je ne sais pas, peut-être avoir chacun un petit quart d'heure pour répondre peut-être à la question qui nous est posée avant de passer aux questions, si ça vous convient. Oui, alors bon, je vais essayer de répondre à la question qu'effectivement qui est le thème de cette rencontre ce soir avec mon ami et compatriote Jacques Beau, vers la rupture définitive. Alors pour moi la réponse est oui, enfin je préciserai après pourquoi, mais je pense qu'on va effectivement du côté d'une rupture qui risque d'être profonde et d'être durable entre, disons, l'Europe, on va dire l'Occident et l'Orient. Et pour ça, le
titre de ce premier livre que vous avez évoqué tout à l'heure me paraît assez juste. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de rupture profonde et durable? Je pense que le meilleur concept qui explique le type de conflit auquel on fait face en Ukraine maintenant, ce concept, ça nous a été apporté par deux stratèges chinois que Jacques doit bien connaître, qui ont développé l'idée ou justement le concept de guerre illimitée. Il s'agit de deux stratèges dénommés Kiao Liang et un autre qui s'appelle Wang Xiang Swin. Bon, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais ces deux militaires chinois ont élaboré à la fin des années 90 ce concept de guerre illimitée qui est exactement le type de conflit auquel on a affaire aujourd'hui en Ukraine. Parce que, en apparence, il s'agit d'une question locale, d'une question régionale, au fond d'une question de frontière entre deux États voisins. Et puis, en fait, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce que la guerre illimitée? Une guerre illimitée comprend absolument tout. Il n'y a aucune, justement, limite de quelque nature que ce soit. Ça comprend tous les espaces naturels, tous les espaces sociaux et humains, et tous les espaces technologiques. Ça concerne aussi bien l'agriculture, la biotechnologie, l'espace, l'économie, l'idéologie, l'information, les médias. Tout, au fond, l'ensemble des activités humaines est comprise dans ce domaine de la guerre illimitée. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, parce que jusqu'à maintenant, la guerre était limitée d'abord au conflit militaire, puis ensuite avec des aspects économiques et idéologiques, etc. Mais là, pratiquement le militaire, aussi important qu'il puisse être, n'est pas le facteur déterminant, même si ce n'est pas l'impression qu'on en a. Au fond, dans cette guerre illimitée, on abolit la frontière entre le militaire et le civil, puisque justement, tous les aspects sont concernés. Donc elle est limitée dans le temps, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, et même si les combats s'arrêtaient, les opérations, on va dire, s'arrêtaient sur le terrain, il est fort probable que la guerre continue dans d'autres domaines. Sur le plan économique, je pense par exemple que les sanctions ne seront jamais levées. On n'a jamais vu des sanctions américaines être levées jusqu'à maintenant. Regardez Cuba, ça fait 70 ans que ça dure, ça n'a jamais été levé. Il y a eu une tentative de les lever avec l'Iran, avec le JCPOA en 2015, mais résultat, 2 ans après, ça a recommencé, soi-disant à cause de Trump, mais je ne suis pas sûr que Trump soit uniquement l'élément déterminant. Donc on voit que, par exemple, cette guerre risque de se maintenir dans d'autres domaines que militaires, puisqu'on est tous ici autour de la table, on espère tous que la guerre en tant qu'opération militaire cesse, puisqu'elle fait des victimes, etc. Donc, évidemment, je suis le premier à le souhaiter. Mais je pense que les autres domaines de la guerre ne s'arrêteront pas, ne cesseront pas avec la fin des hostilités militaires sur le terrain. Donc, il s'agit d'une guerre que ces stratèges appellent illimitée ou hors limite ou sans limite. Le nom complet, c'était la guerre hors limite. Elle est totale, sauf qu'elle n'est pas totale, tout à fait totale, parce qu'elle est subnucléaire. Puisque la seule limite à ce type de guerre, c'est qu'on ne peut pas aller jusqu'au nucléaire, parce que sinon, on peut aller, mais enfin, c'est plutôt un accident, ce serait plutôt suite à un accident, mais disons, normalement, en espérant que les belligérants restent plus ou moins rationnels, on reste à un niveau quand même infranucléaire pour éviter, disons, le carnage total. C'est la seule limite qui peut d'ailleurs être franchie. Évidemment, il y a toujours un accident possible, où il y a toujours un fou furieux qui peut déclencher un holocauste nucléaire, mais en principe, justement, on ne va pas aller jusque-là. Pourquoi on peut parler de guerre illimitée et non pas de guerre totale, bien qu'elle soit totale à tous les autres niveaux, sauf nucléaire.
Donc, voilà ce que je voulais dire en préambule. Guerre sans limite d'espace, sans limite de durée et sans limite de domaine d'activité. Si on prend par exemple comment le traduire ou l'appeler par un autre nom, j'utiliserai le mot guerre de civilisation. Parce qu'au fond, on a deux visions du monde qui s'affrontent dans cette guerre ukrainienne. Ce n'est pas seulement deux peuples frères, deux peuples cousins, c'est deux visions du monde, puisqu'on a vu que derrière l'Ukraine, la Russie ne menait pas une guerre qu'à l'Ukraine ou qu'à certains Ukrainiens, les néo-nazis, etc. Elle mène une guerre contre l'ensemble de l'Occident. L'ensemble des pays de l'OTAN est mobilisé derrière l'Ukraine. On voit que ce sont les Canadiens, les Américains, les Britanniques, les Français qui ont formé l'armée ukrainienne, qui la fournissent en renseignement. Donc c'est l'ensemble, et qui lui livrent des armes, naturellement. Donc il s'agit bien d'une guerre entre, d'un côté, la Russie ou l'Orient et l'Occident au sens large. Donc ce qui est en jeu, c'est une forme de mondialisation contre une autre conception de la mondialisation. Il s'agit au fond d'une confrontation, effectivement, entre cette mondialisation néolibérale incarnée par les États-Unis et l'Europe contre la vision d'un monde qui se veut plus multipolaire, qui se veut non occidental, ou en tout cas qui revendique le droit à exister d'une vision alternative à celle, je dirais, du capitalisme néolibéral et militarisé, qui est la forme, au fond, du capitalisme qu'a prise le capitalisme américain depuis la chute de l'Union soviétique. Donc, c'est une guerre contre l'hégémonie occidentale, et ce qui explique pourquoi, pour les Européens, mais surtout pour les Américains, il s'agit d'une guerre absolue que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de perdre, tout comme d'ailleurs la Russie ne peut pas se permettre de la perdre non plus. Et puis on voit aussi, ça s'incarne, cette guerre de civilisation, dans le fait que, par exemple, le monde est divisé. Il n'est pas seulement divisé entre la Russie et l'Occident, mais il est surtout divisé entre l'Occident et tout le reste du monde. Et il y a une carte qui exprime très bien cette idée, c'est que seuls 37 pays ont voté des sanctions économiques contre la Russie, alors qu'il y en a 150 qui ne les ont pas votées. Et ces 150 pays, ça va de la Chine à l'Amérique latine, à l'ensemble de l'Afrique, à l'ensemble du monde arabe. Donc on voit que quand on parle d'unanimité de la communauté internationale contre la Russie, c'est plutôt le contraire, parce que si on regarde la carte, on voit plutôt à peu près 1 milliard d'êtres humains sous le label occidental contre 6,5 milliards le reste de l'humanité qui refuse de prendre parti ou qui souhaite en secret, sans oser trop le dire, une victoire de la Russie pour mettre fin à cette hégémonie nord-américaine. Donc, les États-Unis l'ont dit. Au début, ils n'avaient pas l'air de vouloir l'exprimer comme ça, mais ils l'ont dit explicitement. Nous voulons affaiblir durablement, saigner à blanc la Russie. Donc, ils iront jusqu'au bout de cette logique en combattant, c'est pas nouveau parce que maintenant c'était beaucoup répété, mais jusqu'au dernier Ukrainien. Ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis sont prêts à combattre et aller jusqu'au bout de la logique de conflit en combattant non seulement jusqu'au dernier Ukrainien, mais jusqu'au dernier Russe, à mon avis. Parce que là, au fond, c'est un Américain, c'est un ami américain qui me disait ça, au fond, en 91, au moment de la dissolution de l'Union soviétique, l'Amérique de Bush avait proclamé « on a gagné la guerre froide », et puis maintenant, ils se rendent compte qu'elle n'était pas tout à fait terminée. On dit, maintenant, il faut finir le boulot. Et finir le boulot, ça veut dire effacer
la Russie de la carte, ou en tout cas la réduire à rien du tout, comme Blinken et comme surtout Austin, le chef le ministre de la Défense américain, l'ont dit lorsqu'ils ont visité Kiev il y a une quinzaine de jours. Donc dans ce climat-là, tout le monde veut la guerre jusqu'au bout, donc personne ne veut la paix. Donc pour moi, la paix est une perspective que je ne vois absolument pas pour demain. Tout au mieux, ce qu'on peut espérer, c'est une trêve, c'est une fin des hostilités militaires, une espèce de gel du conflit, un peu à la situation d'ailleurs du Donbass, ou au mieux celle de l'Ossétie après 2008, mais je ne vois pas de paix arriver demain, en tout cas pas de paix signée par contrat. Donc on sera au mieux dans une situation de patte. Pour moi, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Parce que les guerres modernes, il ne peut pas y avoir de vainqueur, puisque le dernier qui reste, justement, se ferait atomiser. Donc il y aura des gagnants partiels et des perdants partiels, et les uns et les autres peuvent être ces gagnants partiels. Je ne pense pas que la Russie vaincra totalement, parce qu'elle peut avoir le dessus sur le plan militaire, mais elle ne l'aura pas forcément sur le plan économique. Elle ne l'aura pas forcément sur le plan technologique ou sur le plan commercial. Donc il peut y avoir des gains stratégiques ou militaires, mais il n'y aura pas de vainqueur total au bout du compte. De la même manière, même si les Américains et les Européens voulaient aller jusqu'au bout, ils ne pourront, maintenant aussi avec l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, ils ne pourront pas non plus détruire la Russie sous peine de se faire détruire eux-mêmes, en admettant que je dis il n'y ait pas d'accident qui se produise. Donc voilà, à mon avis, personne ne peut tout à fait gagner, personne ne peut tout à fait perdre. Alors pour moi, en conclusion, le monde se divise en deux parties, et surtout l'Europe. Alors les deux parties, j'ai déjà expliqué tout à l'heure, entre le nord occidental et le sud, le global, comme disent les Américains, le global south, le sud global, qui s'étend du Chili jusqu'au Pacifique, enfin en faisant tout le tour, l'Afrique, etc. Mais surtout en Europe, avec au fond une deuxième guerre froide. Ce conflit, pour moi, est le premier conflit chaud de la deuxième guerre froide. Je schématise, mais avec un rideau de fer qui, cette fois, sera 1000 km plus à l'est. Et puis qui s'étendra, qui ira jusqu'à la mer de Chine, puisque la Chine fait partie, et l'Inde, qui sont solidarisés, surtout la Chine, avec la Russie, fait partie de ce bloc. Alors, je termine juste par je reviens à ce livre, La tyrannie du bien, qui est au fond s'appelle Dictionnaire de la pensée correcte, qui est au fond une dénonciation historique des mots-clés, des mots fétiches utilisés dans la langue de bois contemporaine pour véhiculer ces concepts, ces mots-clés qu'on entend partout à la radio, partout dans les journaux, qu'on voit partout écrits, qui sont, pour moi, ce langage de ce que j'appelle le libéral progressisme, le libéralisme économique exacerbé d'un côté, avec cette espèce de progressisme sociétal qu'on voit aussi partout, et qui forme ce langage qui dénature le sens des mots. Pourquoi c'est important d'en parler ? Parce qu'on a vu le rôle des médias, on a vu le rôle de la guerre informationnelle, de la guerre de propagande qu'on voit tous les jours partout à la radio et à la télévision. Donc le vocabulaire joue un rôle très important, puisque c'est lui qui véhicule les concepts, non seulement les concepts philosophiques, mais les concepts de bien et de mal. Nous sommes le camp du bien, luttant contre le camp du mal, incarné par Poutine. C'est ça le discours dominant. Donc il est important de le dénoncer. Et je citerai Confucius, parce que Confucius a dit que, effectivement, quand les époques sont comme actuellement un peu confuses, eh bien, il a dit ceci, je vais vous citer, « Si j'étais chargé de gouverner, je commencerais par rétablir le sens des mots. »
pourquoi il a dit ça, et que sa toute première tâche comme chef d'État serait de rectifier les dénominations. Pourquoi ? Parce que si les dénominations ne sont pas correctes, si les mots ne correspondent pas aux réalités, le langage devient sans objet. Et quand le langage est sans objet, l'action politique devient impossible et en conséquence, toutes les entreprises humaines se désintègrent. Il devient impossible et vain de les gérer. C'est pourquoi la toute première tâche d'un homme d'État est de rectifier les dénominations, de redonner aux mots leur sens véridique. Et je conclue en posant la dernière question. Quand vous écoutez Macron, Biden, Scholz ou von der Leyen, qui parle avec les mots les plus vrais ou les plus justes? Et si vous écoutez Poutine, pour la plupart d'entre vous, ça, je ne défends pas Poutine, hein, mais quand vous analysez le discours de Poutine, qui parle le plus vrai ou le plus juste? Je vous laisse répondre à la question. Merci. Je me remarque que nos débats deviennent de plus en plus pessimistes. Chaque semaine, on fait un débat, chaque semaine, c'est encore pire. Non, on n'a pas... Oui, j'espère bien. Bon, Jacques Beau, c'est une rupture définitive ou pas? Tout d'abord, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être ici et de pouvoir exprimer peut-être un point de vue un peu différent de ce qu'on entend dans les médias tous les jours. Alors, je serai un peu plus optimiste que mon ami dit. Même si, effectivement, l'ambiance du moment n'est pas un optimisme débridé. Je pense que rupture définitive, je ne pense pas. D'abord, dans l'histoire, je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses qui soient définitives. Et une fois ou l'autre, les choses reviennent. Combien d'entre nous avions prévu la chute de l'Union soviétique avant 1989? Bien peu. Et finalement, c'est un monde qui s'est écroulé, et pour certains, pas pour tous, mais pour certains. Et puis, ça a été un nouveau monde qui en est sorti. Donc, rien n'est définitif dans ce bas monde, je pense. Ça, c'est la première chose. Mais, pour aller plus directement dans la question qui nous intéresse, je pense qu'il faut revenir il faut avoir un regard juste sur le conflit que l'on observe. Et ce que l'on voit aujourd'hui est en fait un peu comme un iceberg. On a l'impression de voir un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Or, ça n'est pas un conflit avec l'Ukraine. C'est un conflit, et ça, Guy l'a dit, et je suis d'accord avec lui sur ce point-là, c'est un conflit entre la Russie et non pas l'Occident, mais les États-Unis. Et en fait, si la pointe de l'iceberg est ce que l'on a dans nos médias tous les jours, avec les chars qui se tirent dessus, et je ne sais pas quoi, les missiles, etc., qui s'écrasent entre Kramatorsk et Mariupol, et que sais-je, ça c'est la pointe de l'iceberg. Le dessous de l'iceberg, la partie immergée, c'est ce conflit entre les États-Unis et la Russie. Et ce conflit, il n'est pas tombé du ciel. C'est un conflit qui a débuté au début des années 90, peu après que l'Union soviétique se soit effondrée et que les Américains aient eu l'illusion d'avoir gagné cette guerre. Et je dis bien l'illusion de l'avoir gagnée parce que, en fait, les Occidentaux, ou les Américains en particulier, n'ont pas gagné la guerre froide comme on le prétend. C'est simplement le système soviétique qui s'est effondré. Il était, selon moi, pas viable sur le long terme et il était destiné à s'effondrer d'une certaine manière. Et c'est ce qui s'est passé, comme un peu tous les systèmes politiques d'ailleurs. Mais notre implication là-dedans est minime, voire inexistante. Il y a beaucoup de théories, comme vous pouvez lire, je ne vais pas les détailler ici, et je réponds volontiers aux questions plus tard, mais nous n'avons eu aucune influence sur cet effondrement.
Et à telle enseigne que, comme je racontais à Irina tantôt, le jour de la chute du mur de Berlin, je me trouvais à Washington, dans le bureau d'un conseiller à la sécurité nationale américain, conseiller du président américain. Et lui-même n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il n'avait aucune idée de l'importance des événements qui venaient de se dérouler. C'était juste au lendemain de la chute du mur. Et pour moi, il a été clair, enfin pas pour moi, enfin pas seulement pour moi, mais j'étais avec une petite délégation là, et il nous est apparu très clairement que les Américains n'avaient joué aucun rôle dans cette affaire, qu'en fait les événements, ils ont été dépassés par les événements totalement. En revanche, ils ont été très habiles, mais ça c'est le talent des Américains, à récupérer la chose et à s'en attribuer la gloire. Mais là, on a affaire avec un système qui s'est tout simplement effondré. Le problème qui s'est posé juste après, c'est que les Américains en ont, comme j'ai dit, en ont retiré une certaine gloire. Et peu de temps après, d'ailleurs, cet événement, il y a un autre événement qui a été important, ça a été la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe, qui a été une sorte de victoire à la Pyrrhus des Américains contre l'Irak, a donné aux Américains le sentiment qu'ils étaient la seule grande puissance restante sur la surface du globe. La Chine était encore à ce moment-là un pays qu'on pouvait presque considérer comme un pays en voie de développement. La Russie venait de s'effondrer et les Américains avaient eu un succès, ils avaient gagné un prestige considérable à l'issue de cette première guerre du Golfe. Et de cette conjonction d'événements est sortie une doctrine dont on parle très peu, mais qui est bien présente dans la tête des Américains, qui s'appelle la doctrine Wolfowitz. Wolfowitz a été un conseiller des différents secrétaires à la défense américains. Et il a établi une doctrine, alors je ne vais pas vous la détailler ici, mais en gros, il a fait un papier, ça tient sur une page, où il dit, à partir de maintenant, il n'y a qu'une grande puissance sur la Terre, c'est les États-Unis. Et la doctrine, ça doit être d'empêcher n'importe quel compétiteur d'arriver sur ce marché. Voilà. Donc d'emblée, on s'établit, on est les maîtres du marché et il n'y a plus personne qui vient nous tenir la dragée haute. Et on fera tout pour empêcher les autres de venir nous défier en quelque sorte. Et il y avait un passage d'ailleurs de ce papier qui a été très mal reçu en Europe, puisqu'il a dit il faut même s'opposer à toutes les velléités de défense européenne, parce qu'elles pourraient entrer en concurrence avec l'OTAN. Et dans l'OTAN, comme vous le savez, c'est une organisation qui est typiquement américaine, puisque la finalité de l'OTAN, c'est de placer les pays européens sous le parapluie nucléaire américain. C'est une organisation, en fait, nucléaire, comme l'a dit d'ailleurs Jens Stoltenberg, qui a été mon chef pendant 5 ans. C'est une organisation nucléaire, et donc américaine. C'est pour ça que les chefs de l'OTAN, les commandants militaires de l'OTAN sont toujours des Américains, puisque c'est eux qui, en définitive, ont la clé de l'arme nucléaire. Donc tout part de cette doctrine qui est restée en sous-jacence de tous les gouvernements qui ont suivi depuis le début des années 90. Et tant que la Russie, sous Yeltsin, était un État relativement faible, qui essayait de se reconstruire après la chute du communisme, de remettre un système économique en place, avec la difficulté que beaucoup d'oligarques se sont emparés de certaines richesses, ont dépecé le dispositif industriel russe, enfin soviétique à l'époque, pour en faire des objets de commerce, détruisant un potentiel qui était assez gigantesque, et appauvrissant en fait le pays.
Et c'est pour ça que la Russie n'a pas connu le développement qu'on a aujourd'hui, par exemple, en Chine. Mais en revanche, ça a été une leçon pour la Chine de voir ce qui s'était passé en Russie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine avance si doucement en direction du capitalisme et en ayant, avec une habileté assez consommée, l'art de mélanger communisme et capitalisme effréné, ce qui est assez étonnant. Mais c'est finalement leur observation de ce qui s'était passé en Russie durant les années 90. Et pendant ces années 90, la Russie était faible et je pense que les Américains se satisfaisaient très bien de cette situation. La chose a changé au début des années 2000, lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, et c'est pas pour rien si aujourd'hui la rhétorique anti-russe est fortement orientée sur la personne de Vladimir Poutine, parce que sa volonté a été de rétablir en fait de reconstruire en réalité un État russe viable et non dépendant de l'Occident. Et c'est à ce moment-là que les Américains ont commencé à penser qu'ils pouvaient se jouer un petit peu des traités internationaux qu'ils avaient signés avec l'Union soviétique durant la guerre froide. Et comme vous le savez, durant la guerre froide, depuis les années 70-80, vous avez toute une série de traités de maîtrise des armements qui ont été signés entre les deux superpuissances de façon à avoir une maîtrise sur l'équilibre stratégique dans le monde. Et puis, à partir de 2000, les Américains, pensant que la Russie était encore faible et très convalescente, ils pouvaient se permettre de déroger à ces traités, ou du moins s'en retirer, de façon à avoir, leur avantage stratégique, à finaliser leur avantage stratégique. Et ça a été en 2002 la sortie du traité antibalistique. Et je pense que ça a été le vrai déclenchement de la mise en place de la doctrine Wolfowitz et de la... ça a réveillé la Russie. Les Russes ont compris à ce moment-là que les Occidentaux n'étaient pas honnêtes, ou les Américains en tout cas, n'étaient pas honnêtes avec la Russie. Et ça, on a dans les années 2002 2002-2004, on a toute une série de négociations entre les États-Unis et certains pays européens qui sont candidats ou qui viennent d'entrer dans l'OTAN, comme la Pologne, la Tchéquie ou la Roumanie, pour placer des missiles antibalistiques. Et ça, pour la Russie, soi-disant c'était défensif contre les missiles iraniens, mais on savait très bien, et on sait encore aujourd'hui, que les Iraniens n'avaient aucun missile capable de toucher l'Europe, et n'avaient aucun plan pour faire de tels missiles, et n'en ont toujours pas aujourd'hui. Donc c'était un prétexte pour pouvoir rapprocher les missiles de la frontière russe. Et c'est ce qui a déclenché la colère de Vladimir Poutine lors du fameux discours de Munich en 2007, où il a exprimé, il a tapé le poing sur la table en quelque sorte, et il a dit maintenant la récréation est finie, et nous allons nous aussi faire valoir nos intérêts vitaux et stratégiques pour notre pays en réalité. Les Américains alors évidemment, on a transformé un peu le discours russe en y voyant des velléités de recréer une sphère d'influence et des choses comme ça. Mais en réalité, on s'aperçoit que, et cette discussion est revenue après avec l'Ukraine,
la Russie ne cherche pas à avoir une sphère d'influence comme on le pense. La Russie cherche à être entourée d'une zone neutre. Voilà, la vision russe de l'Europe, c'est d'avoir la Russie et une Europe qui serait neutre. Ça, ce serait la vision idéale. À minima, une ceinture autour du pays qui serait neutre. Et neutre dans le sens, alors je suis suisse, c'est peut-être un peu plus facile de l'expliquer, mais il y a neutralité et neutralité, c'est important de le comprendre. Quand on a parlé de la neutralité ukrainienne, on a dit oui, mais la neutralité, ça ne sert à rien, voyez la Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comme je l'ai dit, je suis suisse, donc pour moi, la neutralité, c'est une notion qui est plus subtile que ce que les médias en ont expliqué à propos de l'Ukraine. La Belgique a eu sa neutralité violée pendant les deux guerres mondiales, d'ailleurs, parce qu'elle avait une neutralité qu'elle avait déclarée elle-même. Elle s'était proclamée neutre. La différence avec la Suisse, c'est que la Suisse ne s'est jamais proclamée neutre. On l'a obligée à être neutre. Elle a été contrainte au traité de Vienne en 1815, à l'issue du démantèlement de l'Empire napoléonien. Les grandes puissances qui entouraient la Suisse ont voulu se prémunir contre une attaque d'une autre puissance et ont imposé à la Suisse qu'elle soit neutre et qu'elle empêche l'usage de son territoire pour des attaques. Et c'est parce que cette neutralité a été reconnue par les puissances européennes qu'elle a été respectée pendant les différents conflits mondiaux. Grâce au tsar, d'ailleurs. Alors, c'est possible que le tsar y soit intervenu, mais c'était c'est l'idée de cette neutralité. Et dans la vision russe, la neutralité des pays autour de la Russie devrait être envisagée comme ça, c'est-à-dire une neutralité reconnue internationalement. D'ailleurs, il l'a répété à propos de l'Ukraine. Et pourquoi cette zone neutre? Parce que il ne vous a pas échappé que les deux superpuissances nucléaires, la Russie et les États-Unis, sont dans une situation dissymétrique. C'est-à-dire que les pays de l'OTAN, qui sont sous parapluie nucléaire américain, touchent la Russie. C'est-à-dire que si un conflit nucléaire devait se déclarer, il toucherait beaucoup plus vite la Russie que les États-Unis. Et donc c'est une dissymétrie qui n'a évidemment pas échappé aux Russes et qui, depuis 1949, date de la création de l'OTAN, les inquiète. Parce qu'ils se disent, en fait, il y a un avantage stratégique. Les Américains peuvent tirer sur nous des missiles, alors que nous, on ne pourrait pas le faire. Alors, je parle évidemment avec la portée des missiles, tout ça, techniquement, ce serait possible. Mais vous voyez cette dissymétrie. Et c'est pas pour rien que la Russie, d'ailleurs, ou l'URSS à l'époque, n'a pas créé le pacte de Varsovie en 1949, juste après la création de l'OTAN. Vous remarquerez que le pacte de Varsovie ça a été créé une semaine après l'entrée de la République fédérale allemande dans l'OTAN. Parce que tant que l'Allemagne n'était pas dans l'OTAN, il y avait une ceinture neutre, d'une certaine manière, entre l'OTAN et le monde soviétique, si vous voulez. Et quand je dis le monde soviétique, il y avait naturellement les pays de l'Est, mais les pays de l'Est avaient des partis communistes qui étaient déjà solidement en place. Les Russes n'avaient pas beaucoup d'inquiétude de ce point de vue-là, sauf que dès que l'Allemagne est entrée dans l'OTAN, en 1955, il fallait formaliser la ceinture qu'elle avait autour d'elle, et c'est pour ça qu'elle a créé le pacte de Varsovie. Et ça se fait à une semaine d'intervalle. Donc ça, c'est ce souci
d'équilibre stratégique est finalement la clé qui explique toute l'évolution de la guerre froide et qui explique aujourd'hui le conflit qu'on a encore aujourd'hui. Alors maintenant, parce que je reviens peut-être, je m'écarte gentiment de la question qui était posée, est-ce qu'on a une rupture définitive? La Russie, et ça depuis la guerre froide, et même avant bien sûr, mais depuis la guerre froide, la Russie a conscience qu'elle est un pays européen. Elle n'est pas un pays asiatique, et elle le sait. L'alliance que la situation actuelle lui a fait faire avec la Chine n'est pas une alliance entre deux ennemis. Je ne le pense pas. Je pense que la Chine se tiendra à ses engagements comme la Russie se tiendra à ses engagements et qu'on a une alliance solide qui se crée. Mais c'est une alliance contre nature. Et la Russie le sait, elle est contrainte à faire ce choix, et c'est un choix, c'est une sorte de mariage de raison, en fait, auquel on a assisté. Mais la Russie sait qu'un jour ou l'autre, les liens traditionnels, les liens culturels, les liens, j'allais dire, ethniques, même religieux, enfin, il y a tous les liens possibles et imaginables, avec l'Occident se rétabliront. Le seul handicap ou le seul barrage à ce rétablissement des liens sont les États-Unis. Et je précise les États-Unis, je n'ai pas dit l'Europe. Pourtant, aujourd'hui, on voit l'Union européenne qui, de manière assez servile, suit les Américains et même les précède, puisque quand on parle, par exemple, de l'embargo sur le pétrole, je vous rappelle que Janet Yellen, qui est secrétaire d'État au Trésor, secrétaire au Trésor aux États-Unis, avait déconseillé aux Européens de faire un embargo sur le pétrole parce que ça déséquilibrerait le marché du pétrole mondial, et pourtant les Européens ont passé outre. Donc ça montre qu'on a une Europe qui est devenue presque plus royaliste que le roi. Mais ça reste quand même les États-Unis qui sont le moteur de cette dissension. Et ils ont trouvé des alliés précieux avec les ex-pays de l'Est, notamment les pays baltes, la Pologne, qui sont un petit peu les... qui ont une sorte comment dire, un antagonisme atavique quasiment à l'égard de la Russie. Et ça n'est d'ailleurs pas complètement... c'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup des dirigeants qu'on a actuellement en Occident sont des dirigeants qui sont liés émotionnellement, ou justement pas liés, mais qui sont affectés émotionnellement, ou qui ont des relations émotionnellement affectées avec la Russie. Vous avez Victoria Nuland, qui est une ex-réfugiée ukrainienne, Anthony Blinken, qui est lui aussi un ex-réfugié, enfin d'une famille de réfugiés ukrainiens, Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères canadienne, dont le grand-père était un de ces militaires ukrainiens qui travaillaient au service de l'Allemagne. Vous avez en Allemagne même d'ailleurs, on a un petit peu, je ne vais pas entrer dans tous les détails, Ursula von der Leyen, c'est une chose qui est connue aussi, mais on a un petit peu la revanche des petits-enfants. On a un peu la revanche des petits-enfants quelque part. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas que tous ces gens soient des nazis, comprenez-moi bien, c'est pas ce que je veux dire. En revanche, je veux dire que tous ces gens ont un lien affectif par rapport à la situation. C'est des gens qui n'ont pas un lien rationnel, c'est des gens qui ont un lien émotionnel avec les événements. Et on voit qu'ils ont une manière d'aborder les problèmes qui va un peu au-delà de ce qu'on pourrait attendre de dirigeants, puisque pour moi, dans un État de droit et un État démocratique, on a justement on devrait avoir une gestion des affaires, une gouvernance
qui est plus rationnel, plus basé sur les faits et non pas basé sur les émotions. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, les Américains restent aux commandes. La situation qu'on observe aujourd'hui en Ukraine, elle a été décrite. Elle a été décrite en 2019. Vous avez 2 documents d'un think tank qui a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale, la Rand Corporation, qui est un think tank qui a été créé pour réfléchir aux problèmes stratégiques américains. C'est un think tank du Pentagone, financé par le Pentagone, et qui réfléchit aux problèmes stratégiques. Et en 2019, ils ont sorti 2 publications. Une qui s'appelle Overextending and Unbalancing Russia, et l'autre qui s'appelle Extending Russia. Et dans ces 2 documents sont décrits tous les mécanismes qu'il faut mettre en place pour déstabiliser la Russie et la déconnecter du monde occidental. Tout ça est décrit. Tout ce que vous observez aujourd'hui a été écrit en 2019. Comment s'appelle le think tank? RAND, R-A-N-D Corporation. Je parle Oui, RAND Corporation. Elle est basée en Californie. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, puisque en mars 2019, c'est-à-dire avant l'élection de Zelensky, son conseiller, Oleksiy Arestovitch, a donné une interview à une chaîne de télévision ukrainienne, dans laquelle il explique que le prix à payer pour par l'Ukraine pour entrer dans l'OTAN est de créer une guerre contre la Russie. Et quand la journaliste lui demande « mais quand ça se sera ?», il a dit 2021-2022. Donc on est avec un scénario qui a été totalement écrit, qui a été élaboré bien avant, qui a été pensé par des gens extérieurs aux Ukrainiens. Mais c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, la pointe de l'iceberg n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce qui est dessous, c'est les 9/10 qui sont immergés. Et donc, on est effectivement avec un conflit qui a été, qui a été créé, dans lequel on a instrumentalisé Zelensky. Et c'est pour ça que, quelquefois, j'ai beaucoup de peine pour lui, à vrai dire, parce que c'est quelqu'un... Non, je vous le dis de toute sincérité, parce que c'est quelqu'un qui a été élu, donc, comme vous le savez, en avril 2019, avec le mandat d'organiser la paix avec la Russie. C'était son mandat. Mais Poroshenko, c'est un peu différent. Mais Zelensky, ça a été son choix, et c'est la raison pour laquelle il a été élu. Mais ce qu'on dit peu, c'est que le mois suivant, en mai 2019, et de nouveau, tout ce que je dis ne vient pas du Kremlin, comme pourraient prétendre certains, je ne pense pas dans cette assistance, mais des gens mal intentionnés de l'extérieur qui pourraient dire non, toutes mes sources viennent de sources ukrainiennes ou de sources occidentales. J'ai cité d'ailleurs certaines de mes sources. En mai 2019, Dimitri Yarosh, qui est le chef aujourd'hui, qui a été le vice-commandant-chef des forces armées ukrainiennes jusqu'au début de cette année, et qui maintenant est le chef des forces volontaires, donc les paramilitaires ukrainiens. Il a dit dans une interview, il a dit si Zelensky ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, on l'éliminera. Et ça a été dit dans les médias. Et on a pour ceux qui suivent les médias, on a plusieurs cas où on voit Zelensky se faire apostropher par des représentants de ces volontaires ukrainiens qui l'ont fait menacer. C'est pour ça qu'on a, je pense, ce conflit, le conflit qu'on a et pour lesquels à la fois
des Russes, des russophones, des Ukrainiens et des ukrainophones souffrent, est le résultat d'une machination, d'un projet qui visait à déconnecter la Russie du monde économique, du monde politique, et l'isoler sur le terrain, sur le globe en fait. Une sorte de bashing au niveau international, qui a mal fonctionné puisque, de nouveau, le problème c'est que quand on juge mal son adversaire, eh bien, on tombe presque systématiquement à côté. Et c'est ce qui s'est passé avec les sanctions économiques. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant parce que ça viendra certainement dans les questions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a donc un conflit qui a été généré de l'extérieur par des agents extérieurs, mais qui ne viennent pas des pays eux-mêmes. Je veux dire par là de la Russie. Et au contraire, je pense que si on laissait les choses et si on écartait les Américains de l'équation, on aurait des relations beaucoup plus normales qui se rétabliraient avec l'Europe. Et alors pourquoi je dis que, je reviens à ce que je disais, pourquoi ça n'est pas définitif? Parce que je ne pense pas que les États-Unis vont rester très longtemps dans la position dominante qu'ils ont. Les Américains, la différence entre les Américains et les Russes, c'est que les Russes seraient de très mauvais vendeurs de voitures d'occasion. Mais les Américains, oui, sont capables de vendre n'importe quoi, y compris de faire croire qu'ils sont les plus forts. Or, on s'aperçoit que, et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est les observateurs depuis de longues années, il y a plusieurs livres. Moi, j'ai habité près de 5 ans aux États-Unis durant ces 20 dernières années. Et j'ai eu l'occasion enfin, j'ai vu plusieurs livres, évidemment, parler avec beaucoup de gens aux États-Unis qui voient un déclin américain et qui le voient très nettement. Et ça se voit dans les infrastructures, ça se voit dans la formation des gens. 80% des ingénieurs en mécanique aux États-Unis viennent de l'étranger. Ils ne sont pas produits par le système, ils doivent les importer. Ils ont la plus grande population carcérale du monde en proportion. Donc c'est un pays qui finalement gagne plus d'argent avec... C'est assez tragique d'ailleurs de voir que c'est des gens qui... les sans-abri rapportent plus d'argent dans une prison qu'en restant sur les trottoirs. Donc on les met en prison. Bon, je ne pourrais pas entrer sur tous les détails techniques de ce qu'est ce déclin, qui est perçu aussi comme un déclin aux États-Unis, mais qui fait que, avec la montée en puissance, notamment de la Chine, je pense que la puissance américaine, je ne veux pas ici tirer des plans sur la comète et essayer de donner des dates et des délais, mais on est sur une phase de déclin. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a aujourd'hui cet acharnement des Américains à essayer d'écarter leurs adversaires. Quand on n'arrive pas à s'élever plus haut qu'eux, on est obligé d'abaisser les autres. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire avec l'URSS, avec la Russie, pardon, excusez-moi, ce qui est en train de se faire avec la Russie est en train de se faire aussi avec la Chine. Car le paysage ukrainien ou les images qu'on a d'Ukraine nous distrait un peu de ce qui se passe dans la zone pacifique, mais on s'aperçoit que les Américains entament un peu le même processus qu'ils ont entamé avec l'Ukraine sur le côté pacifique. Et le récent accord entre les îles Salomon et la Chine est une indication que les Américains, c'est le genre de choses que les Américains n'arrivent plus pas à tolérer. Et l'épisode de AUKUS
cette association entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec l'affaire des sous-marins français qui a défrayé la chronique il y a une année. Ces affaires démontrent que les Américains essayent aussi d'abaisser en fait leurs concurrents chinois. Donc, je ne veux peut-être pas prendre trop longtemps, garder trop longtemps le micro, mais je dirais que non, ça n'est pas définitif et que ça se terminera très certainement le jour où l'hégémonie américaine disparaîtra. Et à mon avis, elle va venir. Voilà, pardon. Merci Jacques. Justement, le politologue américain John Mearsheimer, que vous connaissez très bien, l'un des critiques les plus célèbres de la politique étrangère américaine depuis la guerre froide, a dit dans une conférence en 2015 que l'Ukraine va être détruite si les politiques des États-Unis et de l'OTAN se poursuivaient. Pour l'Europe, est-ce qu'il faut choisir entre les États-Unis et la Russie? Et comment peut-on garder l'équilibre? Alors, je pense que, en fait, l'Europe aurait pu, si elle avait une vraie personnalité, si j'ose dire, elle aurait pu choisir et d'avoir une dynamique propre. Mais le problème est que l'Europe n'a pas réussi à se façonner cette indépendance d'esprit, cette personnalité qui la rendrait indépendante des États-Unis. Il faut savoir que il y a une expression, enfin, en 2002, 2003, lorsqu'il s'est agi de regrouper le monde occidental, la communauté internationale, le monde occidental, comme expliquait tout à l'heure Guy, autour de la guerre en Irak, Donald Rumsfeld avait parlé de l'ancienne et de la nouvelle Europe. Et la nouvelle Europe, c'est-à-dire les ex-pays de l'Est, sont des pays qui ont tiré, en fait, l'Europe et l'OTAN vers les États-Unis. J'ai passé 5 ans dans l'OTAN et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'étais à l'OTAN pendant la crise ukrainienne, j'étais impliqué d'une certaine manière. Toutes les informations qu'on avait venaient en fait presque exclusivement de la Lituanie et de la Pologne. C'est eux qui menaient le bal de l'information. Et plusieurs fois, j'ai fait remarquer que les informations qu'on recevait ne correspondaient pas à celles de l'OSCE. N'est-ce pas? Mais c'est effectivement ces pays finalement travaillent dans le sens des États-Unis, donc c'est eux qui sont favorisés. Donc, et je pense que c'est la même chose. Je n'ai pas travaillé dans l'Union européenne, mais je pense qu'on a le même processus. Et on voit d'ailleurs dans les positions que prenne l'Union européenne, dans les groupes de travail qui se font pour condamner la Russie, pour l'affaire Navalny, pour tout ça, vous avez systématiquement des représentants de ces pays de cette nouvelle Europe. Donc, il y a l'élargissement à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne ont eu un effet un peu pervers d'amener une nouvelle perception de la menace russe qui a imprégné presque automatiquement l'Union européenne et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a une Europe qui fait vraiment ce que décident les Américains. Oui, moi je partage tout à fait cet avis. Juste par rapport, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, je partage complètement, évidemment, cette analyse. On en parle d'ailleurs entre nous. Peut-être juste compléter 2 petits points. Je ferai partir un tout petit peu plus tôt que le début des années 2000, le début du conflit avec les États-Unis. Alors, il est beaucoup cité, mais je pense qu'on peut remonter jusque-là. Tu as parlé de la doctrine Wolfowitz, mais c'est aussi le livre de Brzezinski, qui était aussi un Polonais,
Donc il y avait des comptes à régler, le grand échiquier, qui a été au fond la première mise en application du programme Wolfowitz, avec une indication claire sur ce que devaient être les États-Unis, enfin, devait être la Russie et l'Ukraine pour les États-Unis. Un, qu'il fallait absolument séparer l'Ukraine de la Russie, donc, puisque c'était un État pivot qui était le point géographique qui donnait à la Russie sa force parce que ça lui permettait de communiquer avec l'Europe, et que le point de vue des Américains, avant même de détruire la Russie, c'était d'empêcher l'Allemagne de s'allier avec la Russie. Et pour cela, il fallait absolument que l'Ukraine tombe sous l'influence, dans l'orbite occidentale. Donc, peut-être juste pour repréciser ça. Et puis après, encore peut-être une autre chose qui a, à mon avis, fortement irrité la Russie, c'est évidemment la progression de l'OTAN qui a commencé dès les années 2004-2005 avec les ouvertures à la Pologne, etc., leur adhésion en 1999 et puis la deuxième en 2004, etc., avec un autre facteur qu'on sous-estime maintenant, c'est le bombardement de la Serbie. La première fois où on a vu réagir les Russes, mais ils étaient impuissants militairement, ça a été le bombardement illégal de la Serbie, qui a énormément marqué. Et ensuite, toutes les révolutions de couleur qui ont commencé en 2004, en Ukraine, en Géorgie, au Kyrgyzstan, même une au Liban, etc. Donc il y a eu effectivement une accumulation de choses qui a fait déborder le vase. Puis je terminerai, mais de toute façon pas. Je ne suis pas aussi optimiste que toi sur le déclin des États-Unis. Parce que ça peut-être encore un autre débat, à mon avis, ce qu'on prend pour un déclin des États-Unis, c'est-à-dire celui des infrastructures, que tu as très bien décrit, mais aussi du déclin politique, puisqu'on voit que ce pays maintenant est entré dans une sorte de guerre civile larvée, où on est incapable d'élire un président qui fasse consensus, où chaque élection est contestée, où les deux présidents maintenant sont élus par une minorité de gens. Ça a été le cas de Trump, ça a aussi été le cas de Bush. Donc on voit que le système politique est lui aussi touché par ce déclin. Et alors les Américains commencent à en être conscients, alors ils mettent toute la faute sur Trump, comme on l'a vu avec l'histoire du Capitole le 6 janvier l'année dernière. Mais pour moi, il ne s'agit pas d'un déclin des États-Unis en tant que tel, il s'agit d'un déclin de ce que j'appelle la République américaine. C'est-à-dire que c'est les structures politiques américaines qui sont en train de pourrir, comme on le voit, entre des populistes, des ultra-populistes, des moins populistes, etc., des impériaux, type Hillary Clinton ou Joe Biden, qui se battent entre eux, mais pas forcément le déclin des États-Unis en tant que tel. Je fais une différence, je fais une comparaison avec l'Empire romain. L'Empire romain a connu deux étapes, l'étape de la République, qui est entrée en décadence, mais qui a été suivie par l'Empire. Après les guerres civiles et le déclin des institutions républicaines, il y a eu l'Empire. Et ce que je crains, mais ça nous emmènerait trop loin, c'est qu'au fond, les États-Unis sont dans cette phase, mais on pourrait les voir ressurgir sous forme d'empire autoritaire. Mais c'est un autre débat. C'est pour prolonger la discussion. Alors, merci pour ces précisions. Alors, peut-être un point, je n'ai pas voulu entrer dans tous les détails tout à l'heure sur le déclin américain, mais il y a un élément qui me semble très important. On a parlé du déclin intérieur de la société américaine, mais il y a un élément important qu'il faut rappeler, que je voulais penser à plutôt réserver à la discussion après, mais c'est la position du dollar. Les Américains dominent le monde grâce à l'usage du dollar, qui était monnaie de réserve pour beaucoup de pays, et qui est, grâce au système des pétrodollars, qui est leur moyen de financer leur énorme déficit commercial. Et vous savez que l'économie américaine, elle fonctionne un peu selon le schéma de Ponzi.
Vous savez, ce jeu où vous empruntez aux gens et puis vous les remboursez avec les emprunts des autres, et puis vous avez une pyramide comme ça. C'est le jeu de l'avion. Enfin, il y a différents noms pour cette affaire-là, qui est d'ailleurs interdit parce que ça conduit nécessairement à des faillites. Et c'est le mécanisme selon lequel fonctionne l'économie américaine. Parce que, en fait, chaque litre de pétrole qu'on achète, qui se paye en dollars, permet de financer l'inflation et donc permet de financer la production de monnaie par les Américains. C'est comme ça qu'on finance, finalement, leurs dépenses militaires et tout ça. Le changement qu'il y a, et qui a été en grande partie provoqué par la crise actuelle, c'est que la confiance dans le dollar a diminué. D'abord, beaucoup de pays sont aperçus que la confiscation des avoirs souverains russes pouvait leur pendre au nez aussi. Et vous avez des pays qui, traditionnellement, comme l'Arabie Saoudite, qui avait d'ailleurs un accord avec les États-Unis pour vendre leur pétrole en dollars, aujourd'hui commencent à envisager de le vendre en yuan, c'est-à-dire de la monnaie chinoise. Et vous avez beaucoup de pays maintenant, l'Inde notamment, qui a aussi décidé d'abandonner le dollar et d'acheter le pétrole en roupies ou en yuan. Donc on a lentement une dégradation de l'importance du dollar sur le marché, et à ce moment-là, on arrivera à les Américains n'arriveront plus à financer ce qui leur a permis d'avoir, je ne sais pas, près de 8000 bases à travers le monde, ou je ne sais pas combien. 800. 800, je ne sais pas combien, etc., etc. Et donc, on a là la clé d'un premier déclin, et qui est, à mon avis, beaucoup plus important qu'on l'estime aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un peu ce qui me... Juste pour compléter ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que là, les Européens vont donner un coup de pouce au dollar. Pour la simple raison qu'avec le conflit en Ukraine, et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle les Américains tiennent à cette guerre, c'est que les Européens, au lieu d'acheter du pétrole russe, vont acheter du gaz de schiste américain, vont acheter du pétrole ailleurs dans le Golfe, et vont acheter des armes aux États-Unis, qui seront payées encore en euros, c'est-à-dire qu'on va affaiblir l'euro pour renforcer le dollar. Donc il y a tu as tout à fait raison sur le plan global, mais il y aura un petit apport du fait de la stupidité de l'Europe qui va affaiblir sa propre monnaie pour acheter des biens aux États-Unis et renforcer un petit peu le dollar, qui, lui, à terme, effectivement, sera menacé par ce que tu viens de dire. Mais c'est pour juste souligner, à mon avis, cette espèce d'aveuglement européen qui consiste à se jeter corps et âme et euro avec dans les bras des Américains. Oui, moi je pense que le déclin de l'Europe, la vassalisation de l'Europe est pratiquement irrémédiable. En tout cas, dans le court et moyen terme, je ne vois pas d'issue. Du fait que c'est une soumission volontaire, comme aurait dit la Boétie. Parce que l'Europe, finalement, personne ne lui a demandé de se soumettre aux Américains, mais apparemment, elle le veut. Elle en redemande. Donc, alors on peut s'en libérer, comme le suggérait la Boétie, parce qu'il disait, au fond, il suffit simplement de se rebeller contre ça, et puis on se sent libre. C'est un message qui a l'air tout simple, mais quand on désire la soumission comme le souhaite maintenant l'Europe, je ne vois pas comment on peut en sortir si facilement. Cela dit, moi je suis assez optimiste. Alors, j'ai commencé d'une façon pessimiste. C'est parce que je pense, toujours j'aime bien les petits rapports historiques, j'ai parlé de l'Empire romain, et de la République romaine et de l'Empire tout à l'heure pour le déclin américain, mais je vais citer l'Empire byzantin pour remontrer qu'est-ce qui est arrivé après l'Empire romain. Il y a eu la République, il y a eu l'Empire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet empire a vécu encore 1000 ans de plus, cet empire gréco-romain, ce qui est devenu l'Empire byzantin, qui était à l'est avec une nouvelle capitale, qui
qui s'appelait Constantinople et qui faisait partie intégrante de cette culture méditerranéenne, etc. Et c'est là où je retrouve la Russie et l'Europe, c'est que je pense qu'après cette phase de déclin que je viens d'évoquer en Europe, il y a une possibilité du côté du nord-est, comme c'était le cas au 5e siècle après Jésus-Christ, du côté du nord-est, du côté de Constantinople, de rejaillir. Et là, je partage aussi, c'est là que je rejoins Jacques, je pense que le déclin américain va prendre du temps, c'est tout ce que je dis, va durer plus qu'on ne pense, mais qu'à un moment donné, il va arriver. Et c'est là où je vois un possible rebondissement d'une Europe autour d'un noyau russe réconcilié pouvoir se réapparaître. Mais on parle du temps long, hein. Mais en histoire, c'est des choses aussi qui comptent. Et on voit que, alors que rien ne le laisse présager aujourd'hui, ça pourrait tout à fait advenir. Qu'on en parle. Puis de facto, elle était membre. Non, elle n'était pas plus membre que d'autres. Il y avait une présence de l'OTAN. J'ai moi-même été dans le cadre de l'OTAN en Ukraine. Donc, bien sûr, il y avait une présence importante de l'OTAN, mais elle ne faisait pas vraiment partie. Et il n'était pas. Le problème est que les Russes ont toujours considéré que c'est un problème politique, qui devait être traité politiquement. La raison pour laquelle Vladimir Poutine a décidé d'intervenir en Ukraine n'est pas ça. Il est lié à l'offensive que les Ukrainiens avaient prévu de faire contre le Donbass. Et il y a une chose qu'on oublie toujours de dire, c'est que le 24 mars 2021, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une année, Zelensky a adopté un décret, le décret numéro 117, qui prévoit de reconquérir la Crimée et le sud du pays par la force. Et depuis cette date, on observe, et les services de renseignement occidentaux observent, une militarisation du sud de l'Ukraine. Bon, après, on va... Mais disons qu'ils observent, en tout cas, une militarisation du sud du pays, un renforcement des troupes qui se fait depuis mars de l'année passée. Et je vous rappelle que, si vous vous rappelez des nouvelles en avril de l'année passée, on disait déjà que les Russes, etc., faisaient déjà des gesticulations militaires le long de leurs frontières. Ce qu'on ne disait pas, c'est que ces gesticulations avaient simplement pour objectif de montrer à la partie ukrainienne qu'ils étaient attentifs à la situation et qu'ils surveillaient la situation. Il y a eu plusieurs exercices de l'OTAN qui se sont faits simultanément en avril de l'année passée et qui ont été accompagnés d'une recrudescence des vols de reconnaissance, des vols de reconnaissance électronique, de vols de reconnaissance visuelle, le long de la mer Noire, enfin dans toute la zone de la mer Noire, et tout le long de la frontière ukrainienne jusqu'à la Pologne et jusqu'à la Pologne. Donc, pour les Russes, il y avait effectivement la préparation d'une offensive. Le 11 février de cette année, Joe Biden, dans une conférence de presse, a déclaré que la Russie allait attaquer l'Ukraine le 16 février. Comment est-ce que vous pouvez savoir qu'il a attaqué le 16 février ? Mais il le savait tout simplement parce qu'il savait que les Ukrainiens allaient déclencher les premiers éléments de leur offensive le 16 février. Et c'est ce qui a été observé par les observateurs de l'OSCE, la SMM, donc la commission de surveillance de la zone de contact, et qui a observé une recrudescence, c'est-à-dire que le nombre d'explosions, de tirs a été multiplié par 20 le 16 février. Il n'y a pas eu d'attaque russe,
Donc le 17, ça a été une nouvelle fois multiplié, 10 fois le 16, une deuxième fois 10 fois le 17, et le 18, on a une augmentation de 40 fois le nombre d'échanges de tirs. Et les cartes montrent que tous ces tirs se déroulaient dans la zone du Donbass, et c'est à ce moment-là que les autorités des républiques du Donbass, notamment celle de Donetsk, décident de transférer des populations civiles qui sont le long de la ligne de contact vers l'intérieur de la République, vers la République de Lugansk et vers la Russie. Et c'est à ce moment-là que, sur recommandation de la Douma, Vladimir Poutine décide de reconnaître l'indépendance des deux républiques autoproclamées du Donbass. Pourquoi le fait-il? Alors qu'il a toujours refusé avant, je vous rappelle, que depuis 2015, la question a été plusieurs fois sur la table, et que Vladimir Poutine a systématiquement refusé de reconnaître l'indépendance de ces deux républiques. En partie parce que d'abord probablement parce que ça ne correspondait pas à ses objectifs politiques, mais aussi parce que les accords de Minsk qui ont été défendus par la Russie bec et ongle depuis 2014-2015 pour Minsk II, ces accords prévoyaient une autonomie des républiques. On a toujours parlé de républiques séparatistes ou indépendantistes, c'est faux. C'est littéralement un mensonge. Ces républiques étaient autonomistes et les accords de Minsk prévoyaient d'ailleurs une autonomie dans le cadre des frontières ukrainiennes, et c'est pour ça que les accords de Minsk prévoyaient un dialogue entre les autorités des républiques du Donbass et les autorités de Kiev. Et c'est ce dialogue-là qui n'a jamais eu lieu parce que pour pouvoir créer l'autonomie de ces républiques, il fallait faire une réforme constitutionnelle de la Crimée, de l'Ukraine. Et cette réforme constitutionnelle, il fallait évidemment la lancer, c'est un processus parlementaire, enfin une réforme de constitution, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et les différents gouvernements ukrainiens n'ont jamais entamé, même commencé le début d'une réforme constitutionnelle. Et donc, ils n'ont jamais pu discuter et ouvrir le dialogue avec les républiques. Et c'est sur cette base-là que Vladimir Poutine s'est toujours opposé à la reconnaissance. Mais il décide de le faire à partir du moment où l'offensive se déclenche. Pourquoi? Parce qu'en déclarant les deux républiques, il ne les déclare pas indépendantes, c'est pas vrai, il reconnaît leur indépendance, il ne les déclare pas indépendantes. C'est important, beaucoup de médias d'ailleurs ont raconté des bêtises là-dessus. Il a reconnu l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'en les reconnaissant comme indépendantes, il pouvait ensuite signer avec chacune des républiques un accord d'amitié et d'assistance militaire. Et ça, c'est donc la reconnaissance des indépendances a été faite le 21 février. Dans la foulée, il y a eu la signature des traités d'amitié et d'assistance qui ont été ratifiés par les parlements russes des républiques de Lugansk et de Donetsk le 22. Et le 23 février, les deux républiques ont pu, conformément au traité, demander l'assistance militaire de la Russie pour contrer l'offensive qui était en cours de déclenchement à leurs frontières. Et c'est ce qui a permis, le 24 février, à Vladimir Poutine d'intervenir en invoquant, ce qu'on oublie toujours de dire, l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui prévoit qu'on peut aider un pays qui se trouve à être attaqué. Vous noterez d'ailleurs au passage que les pays de l'OTAN n'ont pas activé l'article 51 à propos de l'Ukraine par ailleurs. Mais ça a été la mécanique qu'a suivi Vladimir Poutine pour avoir... Alors après, c'est un truc, bien sûr, c'est un artifice. Enfin, c'est pas un artifice. Pardon ? Ils ne sont pas des pays indépendants.
Ah ben, vous reconnaissez une indépendance, c'est comme le Kosovo. Est-ce que le Kosovo est indépendant ou pas? Vous voyez, c'est comme Taïwan. C'est exactement comme Taïwan. Taïwan, est-ce que c'est indépendant ou pas? Les Américains jouent, et c'est pour ça qu'on a ce jeu, je parlais tout à l'heure de la Chine, dans ce même jeu un peu subtil où les Américains parlent, et l'Europe parle constamment de l'indépendance de Taïwan. Mais si vous regardez les textes de la politique étrangère européenne et le site du département d'État américain, vous verrez que les Australiens, les Européens considèrent qu'il n'y a qu'une seule Chine, que Taïwan est une province de cette Chine et que les autorités de cette Chine se trouvent à Pékin. Voilà. C'est-à-dire que quand on livre des armes à Taïwan, c'est un petit peu comme si l'Italie livrait des armes à la Corse. Voilà. Donc, on est exactement dans la même situation. Simplement, pour Taïwan, ça dérange personne parce que c'est des méchants Chinois, etc., etc. Mais voilà, on est dans des artifices comme ça. Donc, si vous voulez, les Américains jouent là-dessus avec Taïwan, le Kosovo, you name it. Et puis, ben, c'est ce qu'ils ont fait pour les deux républiques. Voilà. Oui, ben merci pour... Dans ce livre, je donne les 400 définitions des mots fétiches, justement totems, auxquels notre civilisation prétend se raccrocher. Mais j'ai aussi 150 mots tabous, comme Russie, comme Poutine, etc., qu'il ne faut pas prononcer sous peine d'être exclu. Donc c'est exactement le type de société auquel on assiste. Et effectivement, on a d'un côté les valeurs que j'appelle libérales, économiques et progressistes sociétales, contre un monde plus conservateur, on va dire, versus conservatisme, versus tradition, versus identité nationale qui serait portée par la Russie. Je voulais juste encore, pour compléter la discussion de tout à l'heure, mentionner que dans ce déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie a toujours défendu la diplomatie. Elle a toujours voulu faire de la diplomatie. Alors, tu as cité effectivement fort justement le décret de Zelensky au mois de mars. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui a tout déclenché? C'est l'élection de Biden. Si ça avait été Trump, on n'aurait pas eu de guerre. Mais c'est parce que Biden est revenu au pouvoir que les Ukrainiens se sont sentis les coudées franches. Et la déclaration du 21 mars suit, comme par hasard, 2 mois exactement après l'entrée en fonction de Biden. Mais les Russes ont toujours voulu maintenir les relations diplomatiques. Je rappelle aussi le sommet de Genève, qui a eu lieu il y a une année, le 16 juin, la rencontre Poutine-Biden à Genève, où on avait pensé que les choses pourraient évoluer. Chaque fois, les Russes ont essayé de parler. Il y a eu des rencontres, 2 rencontres Blinken-Lavrov, la dernière, j'y étais pour la commenter, le 12 janvier cette année. Donc les Russes étaient demandeurs de solutions diplomatiques. Et pour compléter ce que tu as dit, que parfaitement, en tout cas à mes yeux exact, avec les bombardements, etc., mais n'oublions pas aussi, Paris, puisqu'on est à Paris, la tentative de médiation de Macron et de Scholz. Ce qui a été la goutte d'eau qui, à mes yeux, a fait éclater le conflit, c'est évidemment le bombardement préliminaire du Donbass, mais c'est aussi l'échec de la médiation. Poutine a aussi... je dirais que c'est l'événement du 12 février, c'est quand Zelensky, à la conférence de Munich, la conférence de la sécurité à Munich, a dit qu'il voulait réarmer l'Ukraine sur le plan nucléaire. Aucun journal n'en a parlé, mais ça fait suite à tout ce que tu as dit. Il a déclaré qu'il voulait que l'Ukraine redevienne une puissance nucléaire. Ça n'a été mentionné nulle part, comme beaucoup d'autres choses, mais ça, pour Poutine, avec tout ce que Jacques a dit, c'était le casus belli. Et c'est d'ailleurs à partir de ce 12 novembre que Poutine a changé d'avis, avec tous les autres éléments, que Poutine a changé d'avis, a reconnu effectivement les républiques, puis s'est dit maintenant, on ne peut plus. Il a encore attendu, avant de lâcher les chars, que la mission Macron-Scholz, qui a eu lieu juste après le 12, le 13-14, donne un résultat ou pas.
Et quand il s'est aperçu que c'était, je m'excuse, mais des charlots, que Macron et Scholz n'avaient aucune capacité de pression quelconque sur Zelensky pour mettre en application les accords de Minsk, et que les bombardements commençaient, que là, effectivement, tous les ponts étaient rompus. Juste pour compléter, je pense que c'est aussi important de le dire, mais que la Russie, qu'on accuse toujours d'être la puissance belligérante, a voulu négocier jusqu'à maintenant. Et moi, j'ai pas de boule de cristal, mais les signaux qui viennent de Moscou, c'est que la Russie est prête à refaire ce dialogue, à réentamer. Mais qui ne les veut pas? Il n'y a plus aucun Européen, ni aucun Américain qui se propose de faire une mission. Il n'y a plus de Sarkozy pour se précipiter à Tbilissi, comme il l'a fait en été 2008, quand il y a eu la guerre. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun diplomate dans le camp occidental pour essayer de renouer ça. Mais les Russes, à mon avis, sont toujours demandeurs. Le problème, peut-être pour préciser, le problème de la diplomatie pour les Russes, c'était la question des accords de Minsk, dont, je vous rappelle, la France et l'Allemagne étaient les garants. Co-signataires. Ils sont garants. Ils ne sont pas co-signataires, en fait, ils étaient garants dans le traité, c'est-à-dire qu'ils étaient garants du respect des traités pour l'Ukraine. Or, dans les discussions qu'il y a eu au début février, et on a des comptes rendus, notamment les comptes rendus des conversations téléphoniques entre Macron et sur le site de l'Élysée, d'ailleurs on les trouve, entre Macron et Poutine, à aucun moment, il évoque les accords de Minsk. Et la diplomatie française a fait tous ses efforts pour, imposer le format dit Normandie au format Minsk. Dans le format Normandie, c'est un format qui est issu des commémorations du débarquement en Normandie en 1944, enfin des commémorations qui étaient en 2014 bien sûr. À l'époque, et à ce moment-là, les chefs d'État étaient invités et on avait les chefs d'État qui se sont rencontrés, Poroshenko, Poutine et Macron, et non pas Macron, Hollande, pardon. Hollande et Angela Merkel. Et les Français, la diplomatie française s'est accrochée à ce truc-là parce que, du coup, dans ce format, vous avez la Russie. Mais le traité de Minsk ne sont pas des traités entre la Russie et l'Ukraine. C'est un traité entre les républiques indépendantes, pas encore indépendantes, autonomistes, et le gouvernement de Kiev, et dont les autres pays, France, Allemagne et Russie pour les républiques, ne sont que les garants. Et la volonté des Français de vouloir imposer toujours ce format Normandie a complètement faussé la discussion, parce qu'on essayait toujours de mettre la Russie comme une partie au conflit. Or, elle ne l'était pas. Il n'y a pas eu de troupes russes en Ukraine entre 2014 et 2022. Et j'ai observé ça, donc je peux vous le dire, il n'y a pas eu de troupes russes. Il y a eu des soldats russes, des soldats qui allaient faire, comme aujourd'hui, vous avez des volontaires qui vont se battre en Ukraine, c'est la même chose, mais il n'y a pas eu de troupes russes. Il n'y a pas eu de troupes en mission, en tout cas officielle. Il y a peut-être eu des agents de renseignement, c'est possible qu'il y ait eu ça. Mais des troupes russes, il n'y en a pas eu. Donc, mais on voulait absolument faire de la Russie une partie au conflit. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a eu cet échec de toute la partie diplomatique, parce qu'on est parti, on ne communiquait pas sur la même base. Le discours de Zelensky, même là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que même s'il a évoqué les armes nucléaires, ce n'était pas le motif. Il a évoqué les armes nucléaires par la bande. Et là aussi, les médias ont quelquefois fait un détournement. Un des contentieux qu'il y avait entre l'Ukraine
et la Russie à propos de la Crimée, c'est le respect du mémorandum de Budapest de 1994. J'allais dire en suisse-belge 1994, mais c'est 1994. Et dans ce traité, il était prévu que l'Ukraine remette les armes nucléaires qui étaient stationnées sur son territoire en échange d'une intégrité territoriale garantie par la Russie. Le problème qu'on ne dit jamais, c'est que la Crimée a été indépendante de l'Ukraine avant que l'Ukraine ne devienne indépendante. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. C'est-à-dire que l'autorité, la Crimée, par référendum en janvier 1991, le 20 janvier 1991 pour être précis, la Crimée a obtenu de ne plus être sous l'autorité de Kiev, mais sous l'autorité de Moscou. Et ça s'est passé en janvier 1991. En mars 1991, le référendum de l'Union soviétique qui confirmait l'existence de l'Union soviétique a eu lieu. Non, le contraire. En mars. Non, qui dissolue. Non, qui confirmait l'existence de l'Union soviétique. En mars 1991, il y a eu un référendum qui confirmait l'existence et le maintien de l'Union soviétique. Et ce référendum a donc de facto validé le fait que la Crimée était une république socialiste autonome au sein de l'Union sous Moscou. Et l'indépendance de l'Ukraine est venue plusieurs mois plus tard, puisqu'elle est devenue indépendante après une décision de la Rada en août et un référendum en décembre 1991. Et à ce moment-là, l'Ukraine est devenue indépendante. Et à ce moment-là, la Crimée était déjà hors de l'Ukraine. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu le traité, ce mémorandum de 1994, la Crimée ne se considérait pas du tout comme étant partie de la Crimée. Et la Russie considérait... de l'Ukraine, pardon. Oh. Excusez-moi. Ne se considérait pas du tout comme membre de l'Ukraine. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Russes aussi considéraient que l'Ukraine ne faisait pas partie décidément, j'y arriverai. Décidément, excusez-moi, la Crimée ne faisait pas partie de l'Ukraine. Et donc, ceux qui viennent toujours avec ce mémorandum de 1994 sautent une étape dans l'histoire. Et je vous rappelle que c'est en réalité l'Ukraine qui a annexé la Crimée en 1995, en abolissant de force, par décision de Kiev, en abolissant la constitution criméenne et en renversant le président criméen avec des forces spéciales. Donc toute cette phase-là, elle était totalement ignorée des manuels d'histoire, mais vous la trouvez sur les sites des Nations Unies, etc. Et alors, dans le livre. Et donc, ce qu'a fait le 12 février, ce qu'a fait Zelensky, il a rappelé ce mémorandum de 1994. Parce que pour lui, il disait, ils ont toujours rattaché la question de la Crimée à ce mémorandum. Et il a dit, ben voilà, si vous ne nous rendez pas la Crimée, en substance, c'est ça qu'il a dit, si vous ne nous rendez pas la Crimée, eh bien je reprends les armes nucléaires. C'est en fait ça. Et ça, les Russes ont très bien compris ça, ils ont très bien vu que c'était un discours politique, ils n'ont pas vu ça comme une réalité matérielle, physique et stratégique. Et d'ailleurs, aucun pays, je pense, n'aurait accédé à la demande des Ukrainiens de fournir des armes nucléaires, parce que ça allait déjà contre le traité de non-prolifération. Donc voilà, ça c'est un point. Maintenant, j'aimerais revenir quand même sur l'aspect que vous avez dit de guerre civilisationnelle. Ce que vous dites a beaucoup d'éléments de vrai, mais
regardez aujourd'hui, quand vous regardez les discussions qui se passent en Pologne, en Hongrie, vous remarquez qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, vous avez cette opposition, j'allais dire sociétale. Pour moi, ce n'est pas vraiment la civilisation, c'est vraiment sociétal. On a des sociétés qui ont un regard plus conservateur, plus traditionnel sur la manière dont la société doit fonctionner. Et aujourd'hui, quand on voit d'ailleurs les réactions de Orbán par rapport à certaines sanctions, c'est pas simplement dû d'ailleurs à sa détermination à maintenir le statut de la Hongrie. D'ailleurs, il a répété, hein, il était intronisé l'autre jour, il a répété ce statut particulier ou le rôle que la Hongrie doit jouer dans l'Union européenne. Mais ça va même plus loin parce que la Hongrie a aussi des différends avec l'Ukraine. Et ça, de nouveau, on ne le dit pas. Parce que le conflit du Donbass a été déclenché par l'abrogation de la loi qui prévoyait l'égalité des langues au plan officiel. Donc il y avait les différentes langues régionales avaient des statuts de langue officielle. Et quand cette loi a été abrogée par le nouveau gouvernement non élu, en réalité, de 2014, c'est-à-dire le 23 février, c'était la première décision d'ailleurs de ces nouvelles autorités, le 23 février 2014, ils ont aboli cette loi. Et c'est ce qui a déclenché la colère de tout le sud de l'Ukraine, et pas simplement les républiques du Donbass. Et vous avez en réalité, à ce moment-là, vous avez Odessa, vous avez Kharkov, vous avez Dniepropetrovsk, vous avez évidemment Donetsk et Lugansk qui ont créé des républiques autonomes. Et vous avez toute une série de républiques autonomes, et très éphémères, bien sûr, mais qui ont été créées à ce moment-là. Donc ce n'est pas simplement les républiques de Donetsk et de Lugansk. Mais dans la foulée de cette abrogation de loi, les minorités roumanophones et la minorité magyare sont trouvées affectées aussi. Et soit la Roumanie, soit la Hongrie se sont plaintes à nombreuses reprises auprès du Conseil de l'Europe, auprès de l'Union européenne, des exactions commises contre les minorités. Et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui de la Pologne qui pourrait envoyer un contingent en Ukraine, etc., on évoque également le fait que les Roumains, et plus particulièrement les Hongrois, pourraient aussi faire éventuellement main basse sur les régions magyares de l'Ukraine. Donc on a un conflit qui est beaucoup plus général, mais qu'on a minimisé parce que d'abord on n'a pas voulu reconnaître que le conflit qu'on a aujourd'hui est issu d'un conflit de langue qui a été provoqué par les autorités les nouvelles autorités de 2014, et puis que ça n'avait pas touché que la Russie. Mais évidemment, comme on a mis tout la responsabilité du conflit sur la Russie, mais il fallait évidemment pas parler de ce qui se passait du côté magyar et roumain. Voilà. Mais en réalité, c'est bien un problème linguistique, et d'ailleurs ça a été reconnu par le Conseil, la responsable des droits de l'homme au sein de l'OSCE. On a des déclarations très claires qui expriment le fait que l'origine du conflit est bien d'origine linguistique. C'est un problème de gouvernance interne et non pas un problème d'intervention. Et je pourrais même citer d'ailleurs une source que j'ai évoquée tout à l'heure, la Rand Corporation, qui a fait une étude sur les erreurs de l'Ukraine depuis 2014. Et ils évoquent, parmi la première de ces erreurs, ils disent que ça a été l'abrogation des lois sur les langues, parce que c'est ce qui a déclenché le conflit. Donc même les think tanks du Pentagone vous dit exactement ce que je vous dis ce soir. Voilà. Les noces entre la Russie et la Chine. Bon, à mon avis, là, je pense que les Américains n'ont... Bon, c'est pas nouveau, hein, puisque c'est depuis 2014 qu'on voit se profiler cette coopération beaucoup plus proche déjà avant, mais surtout depuis 2014, qu'on voit ce rapprochement. C'est avec l'élection de Xi Jinping que Poutine a trouvé
le bon partenaire pour parler. Avant, ça c'était beaucoup moins proche, on va dire. Il n'y avait pas d'affinité personnelle. Tandis qu'on sent qu'entre les deux présidents actuels, le chinois et puis évidemment Vladimir Poutine, il y a quelque chose qui, le courant passe, ce qui est très important. Et puis la deuxième chose, c'est aussi les routes de la soie. Le projet de route de la soie a été lancé en 2013. Moi, j'étais invité en 2014 à Pékin pour l'inauguration officielle de ce projet route de la soie. Et c'est ça aussi qui a contribué à encore inquiéter davantage les États-Unis et à rapprocher, à inciter aussi le dialogue russo-chinois à s'approfondir, parce que pour les Chinois, donc, ils cherchaient à ouvrir, à contourner les voies maritimes, c'est-à-dire les puissances maritimes anglo-saxonnes, en ouvrant des lignes directes de communication depuis la Chine jusqu'en Europe, puisque l'Europe formait le marché logique, le marché des débouchés pour la Chine. Ça a aussi obligé les Chinois à se rapprocher de la Russie, parce que sans la Russie, ça n'aurait pas été possible d'ouvrir ces voies à travers l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, Kyrgyzstan, etc., Kazakhstan et tout ça. Donc c'est toute une nouvelle architecture qui s'est mise en place et qui a au fond contraint ces deux puissances à se rapprocher et qui a fort inquiété les États-Unis, je rappelle qu'Obama avait décidé le shift sur le Pacifique en 2011 déjà, parce qu'il s'était aperçu de la concurrence chinoise. Donc c'est aussi un phénomène plus ancien, mais qui a justement contraint ces deux puissances à se mettre d'accord. Et puis voilà, donc moi je pense que c'est une alliance qui est solide. Je pense que les mariages de raison sont plus solides souvent que les mariages d'amour, et qui est faite pour durer, même... je suis pessimiste, Oui, je sais, on ne se refait pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui est fait pour durer, parce qu'il y a beaucoup de... Si on regarde les structures économiques, c'est deux puissances très complémentaires. Normalement, le mariage aurait dû se faire entre l'Europe et la Russie, mais comme ça n'est plus possible, il se fait là, mais avec les mêmes complémentarités finalement. Énergie, ressources d'un côté, et puis développement économique de l'autre, pour faire simple. Je veux ajouter un point, c'est que la question que vous posez, les experts américains se la sont posées au début de cette année et à la fin de l'année passée aussi. Et c'est peut-être le signe du déclin américain d'ailleurs, parce que on a un peu le sentiment que les dirigeants américains sont un peu fait déborder par leur droite, quelque part. Et la logique, effectivement, et d'ailleurs quand on parlait d'une éventuelle guerre à la fin de l'année passée, on parlait d'une éventuelle guerre en Ukraine, beaucoup d'experts américains disaient il ne faut pas réagir, il ne faut rien faire, parce que notre priorité doit rester la Chine. Or, vous noterez que ce n'est pas ce qui a été fait. Et la raison en est probablement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est ces dirigeants, Anthony Blinken, Victoria Nuland, etc., qui, eux, ont des liens extrêmement forts avec l'Ukraine. C'est peut-être la raison. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a pas de logique stratégique. Et ça, on le voit avec d'autres choses. Par exemple, quand les Américains ont décrété l'embargo contre le pétrole russe, ils ont décrété ça au mois de mars, ils ont décrété un embargo contre le pétrole russe. Et le pétrole russe, le brut russe, a des propriétés qu'on ne trouve pas dans tous les pétroles et dans tous les pays. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont aperçus que les raffineries qu'ils avaient n'étaient pas taillées pour d'autres pétroles que le pétrole russe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû aller s'adresser aux autres pays qui ont un pétrole de même qualité. Et le hasard des choses fait que c'est le Venezuela et l'Iran. Et vous avez des diplomates américains qui ont dû se rendre à Caracas pour implorer Maduro de leur vendre du pétrole du brut.
Ils ont fait la même chose en Iran. Et puis, évidemment, ces deux pays, assez logiquement, ont dit, écoutez, on vous le vend très volontiers, mais vous réglez le problème de nos sanctions. Et les Américains se sont trouvés piégés. Et donc, on a exactement le même phénomène qui s'est passé entre, justement, le problème chinois, qui reste, comme on l'a dit à plusieurs reprises ce soir, qui est le problème majeur stratégique des Américains, parce que c'est leur concurrence. C'est vraiment leur concurrence. La Russie n'est pas une concurrence pour les Américains, c'est une concurrence militaire, une concurrence sur comment dire, sur l'Europe, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural en quelque sorte, et le but des Américains depuis la fin de la guerre froide, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été d'empêcher tout rapprochement entre deux grands pays, l'Allemagne et la Russie. Et tout s'est articulé autour de ça. Je crois que Guy l'a évoqué tout à l'heure. Et ça s'est matérialisé très concrètement. Hein. Les problèmes de Nord Stream 2 qu'on a évoqués ces dernières années, c'est-à-dire ce pipeline, ce gazoduc plus exactement, qui va du nord de la Russie à l'Allemagne en passant par la mer Baltique. Ce problème de gazoduc n'est pas nouveau. En 1982 déjà, lorsque les Russes ou les Soviétiques à l'époque ont entrepris de construire leur premier grand gazoduc entre l'URSS et l'Allemagne, et qui passait d'ailleurs à travers l'Ukraine, les Américains, Ronald Reagan, c'était en 1982, Ronald Reagan a signé un décret autorisant la destruction par sabotage du pipeline. Et il y a eu, alors ça il faut lire les rapports de la CIA qui ont été déclassifiés, donc tout ça est parfaitement connu, je n'invente strictement rien du tout. Vous avez les Américains, des agents de la CIA, je ne sais pas qui, mais enfin des commandos qui sont allés en Union soviétique et qui ont saboté les stations de pompage au départ du pipeline. Et ça a été... la CIA a très bien décrit tout ça. Ça a été, de nouveau, je n'invente rien. Et ils expliquent pourquoi. Et ils expliquent exactement les mêmes raisons qu'on a aujourd'hui. Ils ne voulaient pas d'avoir une Russie qui soit, trop liée à l'Europe et à l'Allemagne. Les Américains ont toujours eu peur de l'Allemagne, qui est la grande puissance industrielle occidentale, et ils ont toujours eu peur que l'Allemagne, finalement, j'allais dire, leur vole un peu la vedette. C'est un peu ça. Et ça, c'est une constante de la politique américaine depuis la guerre froide, et pourtant, l'émotion, si vous voulez, a fait qu'ils ont perdu cet objectif. Enfin, en voulant le réaliser, ils ont perdu le deuxième objectif plus immédiat de la montée de la puissance chinoise. Voilà. Donc ça montre aussi un déclin, à mon avis, de la réflexion. D'ailleurs, on n'a plus des Kissinger, on n'a plus, tout à l'heure on a cité Brzezinski qui avait fait ce concept, c'est un concept à l'époque, qu'il a écrit dans le livre Le Grand Échiquier. Mais tous ces grands penseurs stratégiques ont pratiquement disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez... et la crise qu'évoquait Guy tout à l'heure, c'est la crise des États-Unis, mais c'est aussi la crise chez nous. On a aussi regardé nos dirigeants. C'est quelquefois assez pitoyable de voir des gens qui n'ont pas le format intellectuel pour répondre aux problèmes qu'il y a aujourd'hui, des problèmes qui sont totalement, parfois paradoxaux. Hein. Pensez simplement au nucléaire qu'on voulait balancer il y a 10 ans et qu'on réhabilite maintenant, etc. Donc on est dans des problèmes qui sont extrêmement complexes et qui nécessitent d'avoir des gens qui réfléchissent sur le long terme. Or, on n'a plus ces gens-là. Nulle part. Pour vos interventions pessimistes et un petit peu moins pessimistes, il est quand même bien dommage que sur les plateaux télé en France et un peu partout en Europe, on écoute plus ou moins les mêmes experts avec les propos assez belliqueux. Tandis que nous, on doit espérer la paix. Donc je vous souhaite la paix. Merci beaucoup.